Une signature dans le secret de N'Djamena a suffi à mettre le Pentagone en alerte. Que cache ce pacte historique? Imaginez, alors que l'attention du monde reste braquée sur l'Europe ou le Moyen-Orient, une poignée de décideurs africains reconfigure la carte du pouvoir, en silence, loin des radars médiatiques. Une simple signature, et des milliards d'investissements militaires occidentaux se retrouvent sur la sellette, fragile, presque inutile. Le Tchad, considéré depuis des années comme le rempart ultime de Paris et Washington, change soudain de camp. De forteresse inébranlable, il devient passerelle, non seulement entre le Sahel et l'Afrique centrale, mais entre deux visions du futur du continent. Personne ne l'a vu venir. Pour la presse internationale, ce genre de revirement ne peut être que l'œuvre de grandes puissances étrangères. On parle toujours de Moscou ou de Pékin, jamais de la finesse stratégique des leaders africains. Pourtant, à travers ce pacte, ce sont eux qui prennent la main, qui retournent les logiques de containment imposées depuis des décennies, et qui redessinent les routes de l'influence et du commerce, sans demander la permission à personne. Ignorer ce basculement, c'est courir le risque de passer à côté de la vraie histoire, celle d'un continent qui ne se contente plus de survivre, mais qui bâtit une souveraineté nouvelle, bouleversant l'équilibre mondial. Pourquoi le Tchad, longtemps pilier de l'ordre occidental, a-t-il décidé de franchir le Rubicon? Comment cette alliance secrète est-elle en train de changer le destin de millions d'Africains et de mettre en péril les intérêts occidentaux? Avant de saisir toute la portée de cette manœuvre, il faut revenir en arrière, pour comprendre comment ce pacte a pu tout bouleverser. On croyait l'AES acculé, mais la stratégie classique de containment a volé en éclats. Regardez bien. Il y a à peine 2 ans, personne n'aurait parié sur la survie de l'alliance Mali-Burkina Faso-Niger. Les images de sanctions économiques, les listes d'interdictions, l'isolement diplomatique, tout semblait annoncer la chute rapide de ce bloc soudainement privé d'accès à ses partenaires et de ressources vitales. L'analyse dominante, surtout dans les grandes capitales occidentales, était sans appel. Sous le poids de l'asphyxie économique et de la pression politique, l'AES finirait par imploser. On entendait partout que ces dirigeants, souvent caricaturés comme des militaires impulsifs, ne sauraient rien faire d'autre que serrer la vis et mater la contestation. Ce que peu d'experts avaient vu venir, c'était la subtilité de la riposte. Car pendant qu'on surveillait les soubresauts populaires et la gestion autoritaire des crises internes, une véritable révolution stratégique était en marche. Les yeux du monde étaient braqués sur Bamako, Ouagadougou et Niamey, mais la partie la plus décisive se jouait à N'Djamena. Le Tchad, justement, semblait alors être le dernier grand bastion de l'influence occidentale au Sahel. Après l'expulsion des bases françaises et américaines du Niger, Paris et Washington se sont repliés sur ce pays clé, sanctuarisant ses aéroports et ses centres de renseignement. Officiellement, il s'agissait d'aider le Tchad à se protéger des groupes armés et à stabiliser la région du lac Tchad, théâtre d'insurrections endémiques. Mais en réalité, le pays servait surtout de poste avancé pour surveiller, contrôler et, au besoin, peser sur ses voisins plus turbulents. Le Tchad était le verrou du dispositif occidental, la pièce stratégique par excellence pour contenir la poussée de l'AES vers l'Est et le Sud. C'est là que la vision convenue vacille. On a souvent répété que les dirigeants africains manquèrent de finesse, qu'ils étaient soit manipulés, soit dépassés par des dynamiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et pourtant, Ibrahim Traoré va déjouer tous les pronostics. Son pari? Franchir la ligne rouge et ouvrir une brèche dans la muraille du containment. Non pas sur un terrain militaire, mais à travers une offensive diplomatique d'une audace inédite. Il va négocier, en coulisses, avec le président Mahamat Déby, l'homme fort du Tchad. Pourquoi le Tchad accepterait-il de discuter avec l'AES, alors même qu'il dépend massivement de l'aide militaire et financière occidentale? Parce que la survie politique, dans cette région, n'est jamais acquise. Déby fait face à une contestation croissante dans son propre pays et perçoit l'exaspération populaire face à la présence militaire étrangère. Ses compatriotes entendent parler d'indépendance retrouvée au Niger et au Burkina Faso, et s'impatientent de voir leur propre pays servir de base arrière à des intérêts extérieurs.
Déby a besoin d'une carte à jouer pour ne pas passer pour le simple gestionnaire de Paris ou Washington. De l'autre côté, Traoré n'a pas le luxe d'attendre que les sanctions étranglent définitivement ses alliés. Il sait que, sans ouverture vers l'Est, l'AES risque la paralysie. Le Niger et le Burkina Faso doivent absolument casser l'encerclement économique pour importer, commercer, construire, sans devoir quémander la permission des puissances occidentales ou de leurs relais régionaux. Et le Tchad détient l'accès aux routes vitales vers la mer Rouge et l'Afrique centrale. En tendant la main à Déby, Traoré propose un échange stratégique, une sortie du piège pour l'AES et une opportunité pour N'Djamena de réaffirmer sa souveraineté, de s'imposer comme acteur au premier plan et de monnayer sa position auprès de tous les camps. Mais le plus remarquable n'est pas dans la simple ouverture d'une route commerciale. L'accord secret va bien plus loin. Il prévoit, selon des fuites sécuritaires régionales, un partage d'informations militaires, une coordination directe des drones et même une intégration partielle des dispositifs de surveillance entre l'AES et le Tchad, court-circuitant ainsi tous les dispositifs de contrôle occidentaux. Pour la première fois, des armées africaines pourraient poursuivre des groupes armés ou escorter des convois stratégiques jusqu'aux portes mêmes des installations françaises sans que Paris ou Washington ne puissent intervenir. Et c'est là que le risque devient crucial. Sous-estimer la capacité d'innovation géopolitique des dirigeants africains, c'est ignorer qu'ils redessinent en direct les règles du jeu. Pour les grandes puissances étrangères, cela pourrait signifier la perte du contrôle sur un continent clé, ses ressources et ses routes commerciales. Pour des millions d'Africains, cela pourrait être le début d'une souveraineté enfin concrète, avec tous les dangers et les espoirs que cela comporte. Mais comment Traoré a-t-il, en coulisses, retourné l'avantage au cœur du dispositif occidental? Plongeons maintenant dans la mécanique secrète de ce pacte frontalier qui change toutes les règles. Ce n'est pas un simple traité. C'est la clé qui déverrouille tout un continent. Le pacte frontalier secret entre le Tchad et l'AES, c'est bien plus qu'une ligne sur une carte ou un accord militaire de circonstance. C'est un bouleversement méthodique du jeu d'échecs sahélien, où chaque pièce bouge désormais selon les règles africaines, et non plus sous le regard ou la supervision occidentale. Concrètement, ce pacte ne se limite pas à une promesse d'amitié ou à la suppression de quelques checkpoints. Il s'agit d'un package complet. Ouverture contrôlée de l'espace aérien tchadien aux appareils de l'AES, partage d'intelligence militaire, et, peut-être le plus subversif, une intégration sécuritaire qui échappe totalement aux radars occidentaux. Pour la première fois, des mouvements de troupes, des stratégies et des flux d'informations sont coordonnés sur un canal fermé, d'État africain à État africain, sans que Paris ou Washington ne puissent intercepter ni influencer. Ce qui rend cette alliance possible, c'est la façon dont l'AES exploite les fragilités internes du Tchad. Mahamat Déby fait face à une pression populaire croissante, nourrie par un profond ressentiment envers la présence française et une soif d'autonomie qui s'étend dans toute la région. Déby, pragmatique, saisit l'opportunité. En jouant la carte AES, il se dote d'un levier inédit. Il peut, d'un côté, faire monter les enchères auprès des Occidentaux. Si vous voulez garder vos bases, vos drones, votre réseau de renseignement ici, il va falloir arrêter de me critiquer sur ma politique intérieure et soutenir mon régime sans condition, et plus généreusement. Et de l'autre, il rassure une opinion publique lassée de la tutelle occidentale en montrant qu'il reprend la main sur la souveraineté du pays. Mais le véritable coup de génie, c'est la redéfinition totale des circuits économiques qui s'annonce. Jusqu'à présent, le Tchad et ses voisins sahéliens étaient pris au piège de corridors commerciaux verrouillés par des sanctions et des barrages orchestrés par des puissances étrangères ou des institutions régionales alignées sur l'Occident. Avec ce pacte, c'est une nouvelle carte économique qui se dessine. Ouverture de route vers la mer Rouge via le Soudan, contournement des sanctions et surtout autonomie croissante dans l'accès aux marchés mondiaux. Les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants locaux qui, hier encore, voyaient leur vie dictée par des tarifs punitifs et des blocages absurdes, pourraient très vite profiter d'un espace de circulation plus fluide, moins cher et surtout, moins dépendant de la bienveillance extérieure. Sur le terrain militaire,
le changement est tout aussi radical. L'architecture de surveillance qui tenait l'Afrique centrale sous tutelle occidentale se fissure. Pendant des décennies, la domination logistique américaine et française reposait sur un accès sans entrave à l'espace aérien sahélien. D'un coup, ces couloirs deviennent conditionnels, fermés, ou accessibles seulement avec la permission de gouvernements qui ne sont plus sous contrôle occidental. Pour la France ou les États-Unis, l'idée même de devoir négocier chaque vol, chaque transfert de matériel, avec des pays qu'ils sanctionnent ou qu'ils refusent de reconnaître pleinement, relève du cauchemar logistique. Les coûts explosent, l'efficacité s'effondre, la capacité de réaction diminue dramatiquement. Et ici, c'est bien plus qu'une question de prestige ou de confort stratégique pour l'Occident. Ce qui est en jeu, c'est la survie même d'un système de containment bâti patiemment depuis la guerre froide. Si le Tchad bascule, ou même se contente d'adopter une neutralité bienveillante envers l'AES, c'est toute la structure de surveillance, de contrôle et de répression des mouvements souverainistes sahéliens qui menace de s'effondrer. Le rempart tchadien, que Paris et Washington considéraient comme acquis, devient une passerelle, un pont vers l'intégration régionale et, potentiellement, vers un nouvel ordre africain moins perméable aux injonctions extérieures. Ce basculement ne relève donc ni du hasard, ni d'une simple manipulation étrangère. Il illustre au contraire la finesse avec laquelle les dirigeants africains savent retourner les logiques de pression occidentale et bâtir, parfois dans l'ombre, les fondations d'une souveraineté partagée et redéfinie. Mais alors, jusqu'où cette onde de choc peut-elle s'étendre? Quel serait l'impact si ce basculement s'élargissait? Examinons ensemble les scénarios d'avenir possibles. La carte d'Afrique se redessine sous nos yeux. Mais à quel prix? Depuis des décennies, les frontières du Tchad incarnaient la grande muraille de l'Occident au Sahel. Mais aujourd'hui, ce fameux rempart devient une passerelle, et c'est tout l'équilibre régional qui vacille. Si l'on zoome, le pacte frontalier entre l'AES et le Tchad ne crée pas qu'une simple zone de coopération. Il trace un nouveau corridor, continu du Sahara jusqu'à la mer Rouge. Imaginez le cauchemar logistique pour les armées occidentales. Fini le passage en force. Il faudra désormais négocier, contourner, perdre temps et argent, là où la suprématie aérienne semblait acquise. Ce basculement ne se joue pas sur le terrain militaire, mais diplomatique. L'architecture stratégique occidentale, pensée pour contenir et compartimenter, se retrouve contournée, non par des armes, mais par la finesse d'une diplomatie africaine repensée. L'AES et le Tchad, en connectant leurs routes, leurs marchés et leurs systèmes de sécurité, ouvrent la voie à un corridor autonome. Flux de marchandises libérés, circulation humaine fluidifiée, barrières tarifaires brisées. Pour les populations, cela change tout. Imaginez un commerçant à N'Djamena ou Ouagadougou. Pendant des années, sa vie a été régie par les barrages artificiels, les taxes punitives, les contrôles interminables imposés au nom de la sécurité internationale. Ces produits, bloqués aux frontières, voyaient leur prix exploser et sa survie ne tenait qu'à un fil. Le pacte frontalier, pour lui, ce n'est pas une histoire d'hégémonie mondiale, c'est l'espoir d'une vie décente. Moins de blocage, c'est le retour des denrées sur les marchés, la baisse des prix alimentaires, la fin des pénuries orchestrées pour des raisons géopolitiques lointaines. Mais au-delà de l'économie, il y a l'impact psychologique. Pendant des générations, le destin du Tchad, du Niger ou du Mali se décidait à Paris, à Londres ou à Washington. Aujourd'hui, voir les dirigeants africains se parler d'égal à égal, sans médiateur occidental, pour dessiner ensemble leur avenir, c'est une onde de choc. Même ceux qui critiquent la méthode militaire des nouveaux régimes reconnaissent c'est une vraie rupture, un souffle de fierté, la validation, enfin, d'une émancipation post-coloniale longtemps rêvée. Ce sentiment collectif d'agency, ce mot intraduisible qui mêle capacité d'agir et dignité, se propage bien au-delà des frontières de l'AES et du Tchad. Il inspire des peuples parfois résignés et inquiète les chancelleries occidentales. À Washington ou Paris, on affiche un calme diplomatique, on parle de respect de la souveraineté, de suivi de la situation. Mais dans les coulisses, c'est la panique. Les états-majors redoutent l'effet domino. Si le Tchad réussit à jongler entre les partenaires, pourquoi d'autres États ne prendraient-ils pas le même chemin?
Mais il y a un revers à cette médaille. Pour l'opposition tchadienne, pour les activistes et les citoyens ordinaires, ce pacte n'est pas forcément synonyme de liberté retrouvée. Au contraire, l'alignement sécuritaire avec l'AES, gouverné par des juntes militaires, donne au président Déby un argument tout trouvé pour retarder les élections, militariser le pouvoir et écraser toute dissidence sous prétexte de stabilité régionale. Derrière le discours panafricain, certains redoutent une dérive autoritaire et craignent que la souveraineté revendiquée se traduise par un verrouillage du débat démocratique. C'est là tout l'enjeu. Pour des millions d'Africains, ce virage géopolitique peut aussi bien ouvrir la voie à la prospérité et à la dignité qu'installer durablement des régimes autoritaires à l'abri des regards extérieurs. Les lignes bougent, mais le prix à payer, ce sont parfois les libertés fondamentales. Alors, comment garder la tête froide face à ce séisme historique et en tirer des enseignements pour l'avenir? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Derrière l'euphorie, un défi colossal attend la région. Autonomie ou nouvelle dépendance. Parce qu'une chose est certaine, ce pacte frontalier secret entre le Tchad et l'AES ne se limite pas à une manœuvre militaire ou à un simple jeu d'alliance. Il crée une toute nouvelle réalité stratégique, pleine de promesses, mais aussi de risques immenses. Pour la première fois, l'Afrique centrale dispose d'un véritable levier sur la scène régionale. Le Tchad, longtemps considéré comme un simple rempart de l'Occident face au chaos sahélien, devient soudain une passerelle indispensable. Désormais, ce n'est plus Paris ou Washington qui dictent la marche à suivre, mais bien une négociation subtile, tendue, où les marges de manœuvre africaines se sont élargies. C'est là toute la finesse du coup tactique. En se posant comme tampon entre l'AES et l'Occident, N'Djamena se positionne pour extraire des avantages des deux camps, sans s'aliéner ouvertement ni l'un ni l'autre. Imaginez la scène. D'un côté, le Tchad continue à recevoir l'aide occidentale, maintient une présence militaire étrangère réduite, juste assez pour garantir les flux financiers vitaux. De l'autre, il ouvre discrètement ses frontières, offre des corridors logistiques et partage des renseignements avec ses voisins sahéliens, tout en s'abstenant soigneusement de signer des traités qui affirmeraient un virage officiel. C'est un exercice d'équilibriste à haut risque, mais qui, si maîtrisé, pourrait hisser le Tchad au rang de courtier régional incontournable. Mais cette stratégie de funambule cache une zone grise où tout peut basculer. Le scénario catastrophe n'est jamais loin. Si l'Occident décidait de couper brusquement les vivres, ou pire, de soutenir en sous-main les factions rebelles tapies au nord du pays, alors le Tchad risquerait de sombrer dans le chaos. On l'a vu ailleurs, en Libye, en Centrafrique. Les conséquences seraient dévastatrices, non seulement pour N'Djamena, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région. Un effondrement tchadien pourrait déclencher un effet domino, avec des crises humanitaires et sécuritaires incontrôlables, submergeant l'AES, avant même qu'elle n'ait le temps de bâtir sa nouvelle économie. C'est ce qui rend la situation si inédite. Pour la première fois, la survie de millions de personnes ne dépend plus simplement des injonctions venues de l'extérieur, mais bien des choix stratégiques opérés au cœur même de l'Afrique. Ce pacte, aussi secret soit-il, oblige chaque acteur, qu'il s'agisse des États, des banques ou des grandes institutions internationales, à revoir sa copie. L'AES, autrefois perçue comme un bloc isolé, presque hors la loi, se transforme sous nos yeux en une entité incontournable, disposant d'une masse critique tant démographique que géographique. Les Nations Unies et les institutions financières ne pourront plus l'ignorer ni la contourner. Mais attention, cette montée en puissance pose une question fondamentale. S'agit-il, pour l'Afrique, d'une fenêtre réelle vers une prospérité durable, une chance d'imposer enfin ses propres règles du jeu? Ou bien n'est-ce qu'un changement de dépendance, un nouvel habillage pour d'anciens rapports de force? C'est là tout l'enjeu. La capacité à transformer un rapport de force conjoncturel en un projet économique et politique autonome, résilient et inclusif. Car derrière les discours sur la souveraineté et le panafricanisme, la tentation du verrouillage autoritaire n'a jamais été aussi forte. Beaucoup, au sein de l'opposition tchadienne, y voient un risque de confiscation du pouvoir et une militarisation de la vie politique. La rhétorique de l'unité régionale,
pourrait facilement devenir un prétexte pour étouffer toute contestation et prolonger indéfiniment des régimes d'exception. Si la vigilance n'est pas de mise, la promesse de souveraineté pourrait vite se heurter à la dure réalité d'une nouvelle forme de dépendance, cette fois non plus vis-à-vis de l'Occident, mais entre États africains eux-mêmes. Au final, la trajectoire que s'apprête à suivre la région déterminera bien plus que son simple avenir économique. Elle décidera si l'Afrique parvient enfin à tracer sa propre route ou si elle retombe dans de nouveaux pièges, pris entre les intérêts croisés des puissances extérieures et la tentation d'un autoritarisme régional. Ce choix, c'est aussi celui des générations à venir, s'approprier son destin ou en rester l'otage. Pour conclure, revenons à la question fondatrice posée par ce pacte secret. Ce pacte révèle-t-il la renaissance africaine ou cache-t-il de nouveaux dangers? C'est la question cruciale, et elle mérite toute notre attention. En apparence, l'accord frontalier secret entre le Tchad et l'AES incarne une victoire éclatante de la souveraineté africaine, la fin de la soumission aveugle aux logiques de containment venues d'ailleurs, le triomphe d'une stratégie pensée, décidée et assumée par des dirigeants africains pour l'Afrique. Pour la première fois, ce ne sont plus Paris, Washington ou Londres qui fixent les frontières, mais bien N'Djamena, Bamako et Ouagadougou qui redessinent la carte à leur façon. Pourtant, le danger n'a pas disparu. Ce nouvel ordre n'est pas à l'abri des bouleversements, ni des ambitions extérieures prêtes à saboter tout espoir d'unité si leurs intérêts sont menacés. Le véritable enjeu pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement de savoir qui gagne ou perd sur l'échiquier mondial, mais de discerner entre une émancipation authentique et le mirage d'une puissance fragile. Derrière le discours d'indépendance, la réalité sera-t-elle celle d'une Afrique maître de son destin ou d'une Afrique enfermée dans de nouvelles dépendances, économiques ou sécuritaires? Certes, la manœuvre est brillante. Par ce pacte, l'AES ne se contente plus de survivre, elle construit les bases d'un bloc régional assez massif pour rivaliser avec les anciens maîtres du jeu. Mais la vraie victoire ne se mesurera ni en discours, ni en défilé militaire. Ce sont les chiffres, déploiement des forces étrangères, répartition des richesses, flux migratoires, qui diront si le pari est tenu ou trahi. Alors, gardons l'œil ouvert. Si demain, les gros titres évoquent des restructurations de forces américaines ou françaises au Tchad, des ajustements discrets à N'Djamena, ce sera le signe que la donne a changé, que le pacte prend effet. Mais restons vigilants. L'histoire regorge de pactes célébrés comme des renaissances et devenus des pièges. À vous maintenant. Pensez-vous que ces alliances mèneront à une vraie prospérité pour les peuples, ou ne sont-elles qu'un nouvel habillage de la dépendance? Partagez vos analyses en commentaire. C'est ensemble, dans l'échange, que nous pouvons décoder l'avenir du continent. Merci d'avoir pris le temps d'explorer avec moi les coulisses de cette bascule historique. Pour comprendre le monde de demain, ne vous contentez pas des gros titres. Regardez la carte, lisez entre les lignes, et on se retrouve très vite pour la prochaine analyse.